Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions d'actu. Nous profitons de notre présence ici à Marrakech aux Atlantic Dialogues pour rencontrer d'éminents experts, leur poser des questions qui sont d'actualité. Aujourd'hui, l'essentiel du commerce international se passe justement sur cette zone atlantique. Ces Atlantic Dialogues ont choisi cette année la thématique de l'Atlantique élargi. Le commerce international aussi s'élargit et croît très rapidement. Pour vous donner des chiffres, par exemple, de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le commerce mondial a augmenté de pas moins de 25% en 2022, 32 billions de dollars, une croissance significative aussi par rapport à 2021 qui ne dépassait pas les 29 billions de dollars. Bref, tout ce développement souligne l'importance du commerce international, du commerce dans cette zone atlantique, d'autant plus que le Maroc défend justement l'émergence de cette Afrique atlantique. Le commerce international, oui, mais la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales aussi. Et c'est après la Covid-19 que ce concept est on ne peut plus d'actualité. Et nous sommes aujourd'hui en 2023 toujours dans ces questionnements de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, de la redéfinition de la mondialisation. Bref, nous avons beaucoup de questions relatives à ces questions de commerce international et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir un conseiller senior au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Saïd Hachimi, bonsoir et merci de répondre aux questions de Média TV. Bonsoir Lalla Khadija, ravi d'être là. Marhaba. Alors, d'abord, l'OMC, qui fêtera bientôt ses 30 ans, qui est né ici à Marrakech, mais nous allons revenir à cette question un peu plus tard. L'OMC, dans cet Atlantique, est-ce que l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui regarde l'Atlantique avec des yeux ou avec des lunettes différentes que ce ne fut le cas il y a 10, 20, 30 ans? L'Organisation mondiale du commerce, de là où elle est, à Genève, en Suisse, suit avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire par rapport à la fragmentation, qui est un danger réel, mais qui a un corollaire intéressant dans le sens d'un redesign de tout ce qui est chaîne de valeur globale. Et dans ce sens-là, le bassin atlantique a une diversité de profils économiques qui est intéressante. On a des pays développés, on a des pays qui sont riches en ressources naturelles. Et donc, c'est une zone qui pourra avoir un rôle à jouer, justement, dans ce que notre directrice générale parle de reglobalisation, après le Covid-19, dans le sens où le commerce international aujourd'hui, 50% à peu près, c'est des produits intermédiaires. C'est-à-dire qu'on achète et puis on intègre, on transforme et puis on réexporte. Et donc, dans ce sens-là, il y a un rôle peut-être dans cette reglobalisation d'amener de nouveaux acteurs dans les chaînes de valeur globale, que ce soit par exemple le Maroc ou l'Angola ou dans l'Amérique latine, qui densifient cette relation atlantique et qui puissent participer à ce remodelage des chaînes de valeur. Un autre élément très intéressant, et je reviens de la COP où j'ai accompagné ma directrice générale et où vous avez été aussi, il y a une volonté à l'heure actuelle de ce que notre chef économiste appelle que les pays cherchent à avoir ce qu'on appelle un green competitive advantage ou un avantage comparatif vert. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que si un pays dispose de richesses minérales et que, par exemple, un producteur d'acier, au lieu d'importer ça et de le ramener quelque part d'ailleurs pour le faire, il serait plus idoine d'avoir cette production proche de la source, avec des énergies globales renouvelables, comme l'hydrogène vert, par exemple. Et là, on voit que pour le Maroc, par exemple, grand exportateur d'engrais et de phosphate, c'est là peut-être un élément aussi de cet avantage vert qui permettrait à un pays comme le Maroc, en plus de son positionnement géographique, d'être aussi dans cette nouvelle mouvance, dans ce remodelage des Alors, remodelage de chaîne de valeur induit aussi, Saïd Hachimi, qu'il y ait des prérequis. Et là, effectivement, si on va parler de construire des ponts entre les deux rives sud
bien naturellement, parce que le Nord, les ponts sont déjà là, bien construits, bien solides. Mais si on venait à penser à cela, il faut déjà construire une infrastructure pour d'abord enrichir le commerce, pour qu'il y ait cette co-industrialisation des deux côtés, de l'Amérique latine et Afrique, et par la suite penser aussi à ce qu'il y ait ce partenariat stratégique entre l'Amérique latine et l'Afrique. Selon vous, où se positionne l'OMC par rapport à ces prérequis-là? Alors, pour nous, si on prend juste l'Afrique par exemple, il y a cet exercice de la zone de libre-échange africaine qui englobe la plus grande zone de libre-échange future dans le monde. Et dans la majorité des membres africains sont aussi membres de l'OMC. Et là, il y a comme on dit en anglais, des no-brainers, des choses tellement évidentes qu'il faudrait peut-être activer, encourager les pays. Par exemple, on a à l'OMC un accord sur la facilitation des échanges, qui veut que la bureaucratie qui existe dans les bureaux douaniers entre les pays, et notamment ceux qui n'ont pas de littoral, devrait être facilitée. Et donc ces membres-là sont déjà membres de l'OMC, ils ont ratifié cet accord. Donc ça serait une des passerelles entre le système multilatéral et un système d'intégration régionale qui peut être activé à zéro coût. Et qui, du moment que les barrières descendent, on verrait une circularité un petit peu vertueuse entre ces pays et qui verrait aussi des investissements arriver, que ce soit de la région ou aussi de l'extérieur, avec ces objectifs de remodélisation des chaînes de valeur. Donc, il y a quand même, il faudra peut-être un peu plus de volonté politique pour que ces ingrédients-là soient imbriqués ensemble pour donner des résultats. Mais d'autant plus que sans volonté politique, ces barrières, parce qu'il y en a plusieurs, mais si on venait par exemple à prendre que la question des barrières douanières, là effectivement, sans réelle volonté politique, on ne peut pas envisager une zone de libre-échange africaine, Saïd Hachimi. Absolument, absolument. Donc, c'est pour ça que pour nous, on cherche beaucoup à aider notamment le secrétariat de la zone du libre-échange, donc qui se trouve au Ghana, parce que nous disposons de beaucoup d'outils, nous disposons beaucoup d'informations, et nous disposons, l'OMC est un système juridique international où les membres prennent des obligations, ils ont des droits, mais ils ont des obligations, et donc ces obligations-là sont applicables. Et il faudra éventuellement chercher à ce que ça devienne une réalité sur le terrain. Alors, est-ce que, pour nos téléspectateurs, Saïd Hachimi, rapprochons-nous davantage du rôle, des missions, des objectifs de cette Organisation mondiale du commerce qui, rappelons-le, va fêter bientôt ses 30 ans, d'autant plus que c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et de l'autre côté, on l'a vu dans les débats lors de ces Atlantic Dialogues, il y a la montée de tout genre de nationalisme, et notamment de nationalisme économique. Alors, nous avons, comme toute autre organisation multilatérale, nous sommes dans cette difficulté qui a été soulevée ici. Et ce n'est pas pour rien que depuis des années, nous avons tout un débat sur la réforme de l'OMC. Alors, nous sommes une organisation qui a 164 membres, mais les 2/3 sont des pays en développement. Donc plus de 70%, 70% sont des pays en développement et qui ont un pouvoir réel dans cette organisation. Dans le sens où les décisions à l'OMC se prennent par consensus et donc si un bloque, il bloque vraiment ce qui peut se passer. Et donc, à l'intérieur de cette réforme, il y a des sujets très importants, par exemple, comme on l'a vu sur la crise du multilatéralisme, il y a des clivages entre le Nord un petit peu et le Sud, dans le sens où, depuis l'entrée de pays comme la Chine, ou la montée de puissances commerciales comme l'Inde, les pays du Nord demandent à ce qu'un système chez nous de flexibilité qui est garanti aux pays en développement pour faire moins que les pays du Nord, c'est un système qui est au cœur de cette discussion. Et donc, comme ailleurs dans notre organisation multilatérale, je pense que la réforme de ce système est essentielle pour qu'on puisse vraiment avancer et faire des résultats.
La deuxième grande difficulté que nous avons, c'est qu'on est un système juridique basé sur un certain nombre de concessions commerciales, sur marchandises, sur les services, mais nous avons aussi un système qui est unique de règlement des différents commerciaux entre les États. Alors, ce système aussi fait partie de la discussion sur la réforme. Il est bloqué depuis quelques années, justement parce que de nos grands membres du Nord, sans le nommer, a un certain nombre de difficultés, de préoccupations par rapport au mandat, au fonctionnement de ce système. Mais c'est peut-être une réflexion de cette division Nord-Sud et le statut de qui peut être pays en développement à l'OMC. Parce que le vrai problème politique que nous avons, c'est que le statut de pays en développement est un statut déclaratoire. On n'a pas de critères. Donc la Chine ou l'Inde sont dans leur plein droit de dire nous sommes un pays en développement. Donc ça nécessite beaucoup... Il n'y a aucun pouvoir contraignant de l'OMC de contredire cette... Non, on n'a pas... On part du principe de sincérité peut-être. Voilà, aussi. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, devant des questions globales très importantes comme l'accès aux vaccins pendant la pandémie, en 2022, on est arrivé à un accord où la Chine, par exemple, a accepté de se soustraire à ce système de flexibilité. La décision qui a été prise, c'est de permettre aux pays en développement de produire les vaccins sans être attaqués par les big pharma. Mais un certain nombre de pays comme les États-Unis ou la Suisse avaient demandé à ce que les pays qui ont une capacité, pays en développement, officiellement en développement, mais une capacité de produire les vaccins, ne doivent pas bénéficier de cet accord. Et la Chine a accepté d'être dans cette situation. Donc, c'est peut-être une des avenues à explorer pour dépasser cette problématique politique de qui est pays en développement, qui n'est pas pays en développement. C'est peut-être au cas par cas, c'est peut-être ça le chemin. C'est intéressant parce que je transpose cela sur justement la COP28, et donc, qui s'est tenue donc à Dubaï, et où cette question a été soulevée par rapport aux pays dits en développement, dits du Sud, et par rapport à ce fonds dommages et pertes et dommages, et que l'Inde réclame aussi sa part du gâteau, alors que c'est un pollueur. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais moi, ce que je me demande aujourd'hui, en connaissant la réalité de l'impact du commerce international sur le climat, que fait l'OMC pour réagir, pour agir aussi, afin de faire du commerce international, certes, une source de richesse, mais aussi, pas une source de pollution, mais peut-être de baisser cette pollution qui vient, rappelons que 80% du commerce international est maritime. Oui, absolument. Donc, nous sommes depuis la COP de Glasgow et puis Sharm el-Sheikh, et cette année, nous sommes dans une démarche où notre message il est très simple, en disant on est conscient du fait que le commerce est peut-être un des grands pollueurs, mais le commerce est une nécessité. Les humains, ils ont besoin du commerce international pour pouvoir acquérir ce dont ils ont besoin. Mais notre message est aussi très clair de dire si les différentes COP et si les pays membres qui négocient sont vraiment sérieux par rapport à une décarbonisation de leurs économies, il faut que les technologies vertes puissent circuler de manière fluide, mais également à des prix raisonnables. Alors, c'est là où le commerce international intervient. Il l'a déjà fait, par exemple, si on prend l'exemple des panneaux solaires. Une des réussites, c'est que le commerce international a permis des économies d'échelle, qui a permis à cette industrie de se développer et d'agir sur les coûts pour devenir accessible au plus grand nombre. Donc nous voulons que cette démarche soit élargie à plusieurs autres industries. Et à la COP de Dubaï, nous avons par exemple présenté, pour la première fois on a eu une journée dédiée au commerce dans les COP. Et nous avons présenté une sorte de menu d'options pour les pays membres de l'OMC pour utiliser la politique commerciale afin de leur réaction par rapport au changement climatique. Alors, une des choses qu'on a constatées, c'est que, par exemple, les technologies vertes
sont plus taxées que les technologies traditionnelles, et dans plusieurs pays. Donc, plusieurs pays. Voilà. Donc, on dit que voilà, là, il y a un petit problème. Si on est et la deuxième chose aussi, c'est que nous avons un accord sur tout ce qui est marché public, donc ce qui représente à peu près 13% du PIB mondial, et qui représente aussi 13% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc nous, on veut utiliser peut-être le convening power qu'on a à l'OMC sur cet accord-là, pour que les membres puissent intégrer des politiques un peu vertes dans ce mix-là, afin de diminuer les émissions. La troisième chose sur laquelle on a aussi présenté des propositions, c'est sur les subventions. Les subventions, c'est aussi l'idée de dire qu'il y a à peu près aujourd'hui 1000 milliards de subventions dans le monde, l'agriculture, la pêche, etc., et sur les fossil fuels. Et ça serait peut-être une idée de revoir comment ces montants-là peuvent être réutilisés pour réduire les émissions de gaz. Quatrième point, et je termine là, je sais que c'est la réponse un peu plus longue, c'est sur les standards pour la décarbonisation. Nous avons été approchés par exemple, l'industrie de l'acier. Voilà, et à peu près 8% des émissions, mais aussi une industrie très forte qui y contribue. Et leur problème majeur, c'est qu'ils sont venus à l'OMC en disant « nous, on veut décarboniser », mais notre problème, c'est qu'il n'y a pas un seul standard de décarbonisation. Et c'est aujourd'hui un des problèmes que nous avons, par exemple, aussi par rapport au prix de carbone. Il y a une multitude de systèmes, de standards et de calculs de ces choses-là. Il y a certains qui parlent de crédit carbone, l'autre qui parle justement de marché carbone. Voilà. Et là, on ne se retrouve pas en fait entre les deux. Et l'Afrique se retrouve vraiment au milieu. Donc nous, on a deux messages par rapport à ça. Un, chaque État est souverain de prendre les mesures qu'il faut, mais nous, il faut qu'il y ait un effort de coordination et d'harmonisation au niveau global. Et l'OMC peut jouer ce rôle. D'ailleurs, à Marrakech, quand on était là pour les assemblées annuelles, la banque, etc., il y a une task force qui a été faite pour essayer d'harmoniser ça sous la conduite de l'OMC. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, très important, ils ne sont pas les seuls à le dire, c'est que s'il y a un mécanisme de pricing du carbone, donc au niveau mondial, une partie des revenus de ce système, de quelque système que ce soit, doivent être reversés, réinvestis dans la transition énergétique dans les pays en développement et les PMA. Donc c'est ça nos deux messages forts par rapport à cette et qu'on a essayé de véhiculer à Dubaï. Est-ce que ces messages-là trouvent entendeur plutôt du côté du nord ou plutôt du côté du sud? On a des alliés des deux côtés, mais on a aussi des gens qui font du pushback des deux côtés. Mais c'est comme pour tout changement. Mais nous pensons que le commerce, comme notre directrice générale, Dr Ngozi Okonjo, le dit assez souvent, le futur du commerce mondial doit être inclusif, vert et digital. Donc cette démarche, elle doit être mise en place. Nous essayons d'aider et nous pensons que beaucoup de pays vont réaliser qu'il y a une adéquation entre les objectifs en termes d'émissions COP avec la politique commerciale nationale qu'ils doivent adopter pour aller vers des économies et un commerce mondial décarbonisé. Saïd Hachimi, vous avez parlé, justement, vous avez cité Mme Ngozi sur l'avenir, sur le futur du commerce international. Le futur, ou en tout cas à l'époque, c'était la grande réforme, la révolution du commerce international s'est passée ici à Marrakech. Les années du GATT, oui, n'est-ce pas? C'était janvier 1995, où est née cette Organisation mondiale du commerce. Est-ce qu'il a fallu Big Bang pour qu'elle puisse naître? Et quel serait le Big Bang pour qu'elle puisse opérer sa réforme, cette Organisation mondiale du commerce, maintenant qu'elle a atteint une certaine maturité?
Alors, de partie dans ma question. je pense il y a eu beaucoup de narratives sur le fait que l'OMC va mourir, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que les organisations internationales ne meurent jamais, il faut faire attention avant de les créer. Donc, c'est sage. En fait, elle existe parce qu'elle a enfin une mission et les membres qui la constituent pensent qu'elle est encore utile. Maintenant, quand vous dites, oui, il faut le Big Bang, comme le disait quelqu'un ce matin dans une discussion, c'est ce moment, peut-être on est dans ce moment-là, où par exemple le changement climatique est vraiment un danger réel pour l'humanité. Et il faudrait que toutes les organisations puissent faire cette transformation pour avoir, voilà, la mission principale, c'est de sauvegarder l'humanité sur Terre. Bon, je schématise, je force un peu le trait, mais chacun dans sa mission, l'OMC pour ce qui est du commerce international, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'organisation qui établit les règles du commerce international. Ça doit être un commerce international décarbonisé et qui puisse être dans l'intérêt de tous les membres, que ce soit du Nord ou du Sud. Mais avec toujours le principe cardinal chez nous, qui est celui du traitement spécial et différencié. Quand on est pays en développement, on a le droit à un certain nombre de flexibilités qui puissent être garanties en utilisant même les nouveaux systèmes, les nouveaux green advantages dont j'ai parlé du commerce international pour que ce soit en faveur d'une intégration beaucoup plus forte des pays africains, les PMA, etc., les pays émergents, dans cette nouvelle dessin de chaîne de valeur qui puisse contribuer au commerce international. Le Maroc dans cette le Maroc est on finit par cela, Saïd Hachimi. Vous êtes marocain déjà et vous êtes à cette organisation mondiale du commerce à Genève. Mais vous, comment voyez-vous très objectivement, je ne parle pas si je rappelais que vous étiez marocain, très objectivement, quel rôle pourrait jouer justement le Maroc dans cette reconfiguration du commerce mondial basé sur la durabilité, connaissant bien naturellement le parcours du royaume et les avancées dans la décarbonation? Alors, le Maroc est déjà, je pense, a fait énormément de réformes. Il est sur l'échiquier international et du commerce international. D'abord parce qu'il a réussi à faire une place dans des chaînes de valeur mondiales très compétitives, que ce soit dans l'aéronautique ou dans l'automobile. C'est pas facile. Et il y a beaucoup de pays qui sont vraiment impressionnés. Et nous, en l'OMC, en nous citant, je n'ai même pas besoin de le faire, mais beaucoup de nos économistes, etc., citent en exemple le fait d'avoir pu être arrimé à des chaînes de valeur très, très compétitives. Maintenant, ce qui est clair, c'est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas se reposer sur un avantage. Donc l'avantage, notamment de certaines chaînes de valeur, il y a beaucoup de changements, notamment liés au changement climatique. Si je prends l'exemple de l'automobile, le marché principal d'exportation au Maroc va changer. Il est en train de changer sa régulation. Et donc la nature de la voiture qui doit rentrer voilà, d'ici une dizaine d'années, ne peut pas être le même produit qu'on est en train de produire aujourd'hui. Donc il faut, ce qu'il y a, une chose est sûre dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il faut une capacité d'adaptation énorme. Et je pense que le Maroc, il a cette capacité. Le Maroc d'aujourd'hui, les ressources humaines dont il dispose, son positionnement géographique, ça c'est, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui... mais aussi toute la redynamisation, la nouvelle vision des relations que le Maroc a, diversification des partenaires, l'espace atlantique, on en parle ici, c'est ça aussi l'avenir. C'est que les sources de croissance ne viennent plus seulement des marchés traditionnels que nous avons connus sur les 3 décennies. Maintenant, il faut aller les chercher ailleurs. Et je pense qu'on a ce qu'il faut.
sans chauvinisme. Sans chauvinisme aucun, certainement. Alors, justement, et l'année prochaine, donc, 30 ans de l'OMC Saïd Hachimi, peut-être qu'il y aura une annonce. Je ne vous demande pas le scoop ici. Je sais que vous ne seriez pas habilité, même si vous l'avez, à le partager avec nous. Mais en tout cas, on peut s'attendre à quelque chose de nouveau à l'occasion des 30 ans de l'OMC. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, à Genève, on est en train de réfléchir. On a une grande réunion ministérielle à Abu Dhabi en février, mais qui va s'inscrire dans une campagne que nous allons faire pour l'année 2024, justement pour marquer les 30 ans d'une organisation internationale très importante. Je pense aussi que les autorités marocaines nous proposeraient des choses aussi, comme ils l'avaient fait pour les 20 ans de l'OMC à Marrakech ici même. Donc je m'attends à ce que ce soit peut-être quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure, le moment de faire cette mue et de faire cette transformation. Ça peut être un événement qui puisse être un marqueur dans cette longue histoire de commerce international, de positionnement du Maroc, de positionnement dans des chaînes de valeur, mais en emmenant aussi son contexte africain, méditerranéen et maintenant atlantique. Donc ça serait peut-être un moment où ça pourrait se faire, mais bien sûr nous restons à la disponibilité des autorités, ce qu'ils voudraient proposer. Nous serons très très ravis de coopérer avec eux. Justement, elle est symbolique de Marrakech. Je me souviens, c'était avec feu Sa Majesté Hassan II, ici à Marrakech. Marrakech était bouillonnant. Je me souviens très très bien. C'était donc en 95. J'étais un peu plus jeune, mais je garde ce souvenir ancré dans ma mémoire. Merci beaucoup en tout cas, Saïd Hachimi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Et voilà, donc c'était la première partie de Questions d'actu. Je vous retrouve dans quelques instants en compagnie de la nouvelle membre de l'Académie du Royaume, Elisabeth Guigou. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir à nouveau et bienvenue à ceux ou celles qui nous rejoignent. Vous regardez Questions d'actu que nous consacrons à différentes thématiques qui ont été développées, débattues, analysées lors de cette 12e édition des Atlantic Dialogues qui se sont tenus donc ici à Marrakech. Il a beaucoup été question de multilatéralisme. Nous en avons discuté en première partie de cette émission. Il a été question aussi de montée du nationalisme économique. Il y a aussi une question centrale qui fait partie des sujets d'actualité, c'est l'échange. Quelle est la place aujourd'hui de l'échange culturel? Quelle est aussi la place tout simplement de cette nouvelle configuration de la mondialisation de la pensée, mais pas que. Alors, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle membre de l'Académie du Royaume, Elisabeth Guigou. Merci de répondre aux questions de Média TV. Merci à vous. Alors, vous avez tout récemment donc été nommé membre de cette Académie du Royaume. D'abord, peut-être partager avec nous votre sentiment suite à cette nomination. D'abord, c'est un grand honneur que m'a fait Sa Majesté et j'en suis très heureuse, voilà, parce que c'est un lien de plus avec mon pays de cœur, qui est le Maroc, mon pays natal. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, à Marrakech d'abord, 2 ans à la fac, au lycée Descartes, à la fac à Rabat, et franchement... Je ne peux pas me passer du Maroc. Je ne peux pas. C'est comme ça depuis que j'en suis partie. C'est le besoin du Maroc. Et donc, non, c'est vraiment, vraiment. Je suis extrêmement heureuse et évidemment très honorée de faire partie de l'Académie du Royaume. J'y rencontre d'abord beaucoup d'amis, marocains surtout, beaucoup de personnalités très attachantes, très intelligentes. Je crois qu'il y a beaucoup de matière grise là. Et comment voyez-vous justement cette mission qui vous a été confiée pour, je le disais dans mon introduction, pour promouvoir la pensée universelle, pour promouvoir aussi, vous l'avez dit, cette identité plurielle qui est propre au Royaume du Maroc? Alors justement, dans notre première rencontre,
Sa Majesté a souhaité que nous réfléchissions à la réforme qui est en cours de débat, de discussion de la Moudawana. Grande réforme, vraiment. Qui n'a pas, je crois, d'équivalent, enfin, et qui montre que le Maroc veut toujours avancer, mais faire en sorte aussi que la société marocaine accompagne et se sente partie prenante de ces réformes. C'est ça qui est très remarquable au Maroc, c'est que le débat est là parce que c'est pas facile. Ce sont des sujets extrêmement délicats. Moi, j'ai eu à en connaître dans au moins 2 de mes postes ministériels. Exact. Vous avez été garde des Sceaux, oui, et ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Donc j'avais une ministre déléguée à la famille. Exact. Et ce sont des sujets évidemment qui remuent au plus profond, au plus intime de chacune et chacun d'entre nous, et que néanmoins il faut organiser pour que les familles se sentent justement partie prenante de la société et qu'il puisse y avoir aussi ce sentiment collectif sans quoi on ne fait rien de bien, en tout cas. Bon. Donc voilà, alors nous avons commencé à parler de ça, et ce qui est très, très important, et tout de suite, nous avons évoqué la question que vous venez vous-même de me poser, c'est-à-dire comment identifier les valeurs de toute l'humanité et celles qui sont particulières à des cultures différentes. Et c'est évidemment cette conciliation et ce mariage-là qui est d'abord qui est différent selon les pays et qu'il faut respecter. Absolument. Mais sans perdre de vue qu'il y a des valeurs communes à l'humanité et que si on les transgresse, eh bien, on perd sa part d'humanité. Et donc, je crois que là, alors c'est un travail délicat qui demande beaucoup de profondeur de réflexion historique, philosophique évidemment, donc je ne vais pas vous donner la réponse là cet après-midi, mais je crois que ça méritera de l'attention, et peut-être est-ce que nous pourrons apporter une contribution utile au débat sur la nouvelle réforme de la Moudawana. Très bien, et vous l'avez dit, vous avez occupé en tout cas ce poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République française, de 97 à 2000. Et vous avez évoqué ces valeurs universelles, ces valeurs humaines. Et là, en France, il y a ce débat sur l'immigration. Vous avez vous-même défendu, et le débat a été en 97 déjà, vous avez milité et défendu cette loi sur la nationalité et l'immigration, le droit du sol, que maintenant on voudrait, ou une partie en tout cas de la classe politique française voudrait enlever. Madame Guigou, compte tenu du contexte aujourd'hui international, mais surtout européen, de la montée un peu de la pensée de la droite, voire de l'extrême droite, est-ce que vous pensez que la France risquerait de tomber aussi dans cette configuration-là? C'est un risque qui, j'espère, se vérifiera pas. Mais vous savez, quand j'ai défendu le retour au droit du sol, parce qu'il y avait déjà eu une réforme. En 93, c'est-à-dire 4 ans avant que vous militiez. Donc, quand j'ai défendu le retour au droit du sol, j'ai évoqué à la tribune de l'Assemblée nationale la seule chose que mon père m'a dite sur la guerre de 39-45. Il est parti du Maroc à l'âge de 22 ans pour remonter à travers, libérer la Corse, remonter à partir de l'Italie, passer par le Monte Cassino et vers l'Allemagne. La seule chose qu'il m'ait dite, parce qu'il n'aimait pas évoquer la guerre, c'était l'admiration qu'il avait pour les goumiers marocains, qui avaient pris le Monte Cassino à dos de mulet et à l'arme blanche, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux, évidemment, sont restés là. Et donc la mémoire commune que nous avons, c'est quelque chose qu'il faut chérir. Évidemment qu'il y a eu d'énormes erreurs, il y a même eu des fautes. La colonisation, pour moi, j'ai fondé mon engagement politique contre, alors que je viens d'une famille qui venait de France, d'abord en Algérie, au Maroc. Mais
Vous voyez, j'espère que ça n'arrivera pas. Je sais qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale, des forces politiques qui ne veulent pas de cela, qui veulent ce texte, un texte équilibré dans lequel inévitablement nous devons mieux contrôler les mouvements de population. Il me semble que le Maroc lui-même, qui est devenu un pays de transit, reste encore un pays d'émigration, mais c'est un pays aussi d'immigration pour les populations subsahariennes et un pays de transit. Et nous avons besoin d'organiser ces mouvements de population qui ne vont pas s'arrêter, à mes yeux, d'abord parce qu'en France on a besoin de populations immigrées. Regardez, Madame Meloni qui s'est fait élire en disant qu'elle a fermé toutes les frontières, là, en Italie, elle vient de prendre la décision d'accorder 450 000, d'accueillir 450 000 migrants. Bon, donc, tout ça, et de toute façon, ce sont des mensonges que de prétendre qu'on peut arrêter ces mouvements-là. Simplement, il faut les organiser. D'abord, c'est un intérêt réciproque. D'abord parce que nous, en Europe, nous avons besoin, nous avons une démographie déclinante, nous avons besoin de ces personnes qui acceptent de venir travailler chez nous. Et en retour, il me semble que l'intérêt des pays d'Afrique, au sens large, c'est pas de voir partir leur jeunesse et notamment leurs élites. Mais là, il ne s'agit pas simplement de l'Afrique, parce que effectivement, l'essentiel des mouvements migratoires provenant d'Afrique se passe en Afrique. Vous n'êtes pas sans le savoir, certainement. À l'intérieur du continent. Mais il y a là comme une politique européenne un peu divisée sur cette question migratoire. Vous avez vous-même décrit cela déjà depuis quelques années, mais elle s'est accentuée ces derniers temps. Mais parce que c'est un sujet très sensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas une politique commune aujourd'hui, européenne. Non. Et pour avoir beaucoup travaillé, j'ai été ministre des Affaires européennes aussi, pour avoir beaucoup travaillé au moment de Schengen, quand nous avons mis en place Schengen, la question s'est posée, puisqu'on ouvrait les frontières intérieures à l'Europe, comment est-ce qu'on allait opérer des contrôles aux frontières extérieures, pour des raisons de sécurité. Enfin, chaque pays fait ça, de toute façon. Donc, pour que dans ces mouvements de population, on laisse passer naturellement les gens qui sont de bonne foi, qui veulent travailler, qui veulent vivre normalement, mais il faut qu'on arrête les délinquants et les criminels, et les trafiquants de toutes sortes. Et or, les trafics, à l'époque que nous craignons, n'ont pas cessé d'augmenter et de façon exponentielle. Les trafics de drogue en particulier, qui viennent notamment d'Amérique du Sud, et qui transitent aussi par les pays d'Afrique et certains par le Maroc, donc, et qui aboutissent en Europe, où se situent, il faut le dire et le répéter, les consommateurs, les plus fortes. Bon. Donc nous avons une responsabilité conjointe, et je pense que pour des raisons de sécurité, ces questions sont devenues beaucoup plus prégnantes, parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a les grands trafics, et parce que ces grands trafics et cette criminalité organisée, elle dispose de beaucoup plus de financement que par le passé, beaucoup plus. Voilà. Et donc, il faut savoir, vous savez, moi qui continue à travailler sur les questions de justice, puisque actuellement je siège au Conseil supérieur de la magistrature en France, et je suis au contact des magistrats spécialisés donc, ça n'est pas étonnant que nous soyons divisés, mais j'espère que nous allons enfin arriver à mettre en place une politique commune de l'asile et de l'immigration. C'est pas la même chose, évidemment. Mais si chaque pays déjà est divisé, parce qu'on le voit et tout récemment par cette loi d'immigration proposée par le ministre de l'Intérieur, qui est revenu au Sénat après cette motion de rejet à l'Assemblée nationale. On voit aujourd'hui que la classe politique, mais aussi la société française, est divisée sur cette question d'immigration. Est-ce que ce n'est pas un peu à cause aussi de l'affaiblissement, si je puis me permettre le terme, et vraiment entre guillemets,
de ceux qui défendent justement ces droits universels, de cette mondialisation qui touche aussi les ressources humaines, nommément la gauche. Est-ce que effectivement cette gauche aujourd'hui, notamment après que le PS se sépara des NUPS en octobre dernier, est-ce que tout cela ne favorise pas finalement ou ne donne pas un peu plus de poids à ces autres voix? Incontestablement. Moi, vous savez, je fais partie de celles et ceux qui sont nombreux quand même, qui sont consternés par, d'abord, de voir la gauche réduite à l'extrême gauche. C'est ça, c'est pas vrai. Vous avez toute une partie de la gauche social-démocrate, dont je fais partie, qui continue à exister. Une partie a rejoint le président Macron, une autre partie est restée à l'extérieur et dans une opposition normale, enfin comme il en existe partout. Mais c'est un phénomène mondial. Regardez partout dans le monde l'expansion des régimes populistes, comme on dit. Mais qu'est-ce que c'est que le populisme? Le populisme, les régimes populistes sont des régimes qui font des élections, alors, souvent en présentant des faux opposants, hein, mais enfin, bon, ils font des élections, ils respectent les élections, en tout cas en façade, mais sans l'état de droit. Or, si vous n'avez pas de règles de droit dans un pays, quelles qu'elles soient, et encore une fois, elles peuvent être différentes d'un pays à l'autre, qu'est-ce que vous voulez Or, nous vivons dans des sociétés, c'est un mouvement mondial. Je pense que ce qui s'est produit aux États-Unis en janvier 2021, c'est-à-dire l'attaque du Capitole et l'absence de réaction pendant un certain temps, je pense que ça a fait tomber un tabou. Et que nous avons des phénomènes, des grandes vagues mondiales, celle-ci en est une, de contestation finalement des principes démocratiques. Or, vous ne pouvez pas avoir une économie prospère sans respect du droit, c'est-à-dire des contrats. Vous ne pouvez pas avoir une société qui fonctionne et qui refuse l'arbitraire sans avoir du droit. Et vous ne pouvez pas avoir une société qui accorde à chacun les droits, quelle que soit leur définition, hein, les droits que garantissent les constitutions, voire les conventions. Vous ne pouvez pas avoir ça si vous n'avez pas une justice indépendante. Il faut bien un contrôleur, quelque part. Et donc tout ça est complètement perdu de vue, et ça résulte, à mon avis, beaucoup de ce phénomène à la fois de fragmentation de nos sociétés, de repli sur soi, si vous voulez, d'individualisme exacerbé et de perte du sens collectif. Alors là-dedans, évidemment, il y a des forces politiques qui ne réfléchissent pas suffisamment, ou du moins qui ont arrêté de travailler. Je suis désolée, en effet, que le parti auquel j'ai appartenu, les seuls auxquels j'ai appartenu, en soit arrivé là. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à la gauche. Il y en aura. Mais, sans pour autant tomber dans la gauche radicale. Non, mais tout ça ne durera qu'un temps, parce que les promesses des populistes, on le voit avec Madame... Quelles que soient leurs orientations, de gauche ou de droite d'ailleurs. Oui, naturellement. Finalement, ils se retrouvent un peu dans le... C'est ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale. Les extrêmes, de droite et de gauche, qui ne se retrouvent que sur une faculté de nuisance, jamais sur des propositions. C'est impossible. Donc, regardez Madame Meloni, elle a promis des choses qu'elle ne peut pas tenir et qu'elle ne tiendra pas. Et donc tout ça, ce sont des promesses, ce sont des illusions et des chimères qu'on vend aux gens. Mais pourquoi ils arrivent à le croire? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène contre lequel, collectivement, je dirais, c'est partout vrai dans le monde, nous ne luttons pas suffisamment, c'est l'augmentation des inégalités. Et ça... si vous voulez, quand les gens s'aperçoivent qu'eux-mêmes ont de la difficulté à trouver un travail, à nourrir correctement leurs enfants,
on se tourne vers ceux qui vous vendent du vent, quoi. Et il faut faire très attention à ça, parce que et donc la responsabilité, je trouve, des responsables politiques, surtout de celles et ceux qui, comme moi, ont une longue expérience, c'est de dire attention. Attention. Alors attention, et là on va encore, j'aimerais bien profiter justement de votre expérience, et notamment au Parlement européen et en tant qu'aussi ministre des Affaires européennes de la République française, pour évoquer avec vous cette question de l'Europe aujourd'hui. Pourquoi l'Europe regarde plus vers l'Est que vers le Sud? Et quand elle regarde vers le Sud, on a l'impression qu'elle a besoin de mettre des lunettes pour bien voir en fait vraiment ce Sud. Ben ça, je le déplore aussi. C'est-à-dire que je pense que nous avons, nous, Européens, une responsabilité, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre contre une invasion. Vous savez, et à intégrer aussi l'UE, du coup, vu qu'il y a eu la semaine dernière, oui, enfin, cette réunion du tout Conseil. Ça, bien sûr. Effectivement, on a sur applaudi. Le principe, oui. C'est très important de donner ce signal aux Ukrainiens qui se battent avec un courage extraordinaire, de la même façon qu'on a laissé la porte ouverte à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique. Je crois qu'on le doit aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils défendent, au nom de nous tous, et pas seulement des Européens, ils défendent un principe qui avait toujours été respecté, y compris par Staline quand même, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire que le droit international interdit un pays souverain d'envahir un autre pays souverain. L'intangibilité de ces frontières de pays souverains reconnus par les Nations Unies. Et ça a été respecté, y compris au moment de l'unification de l'Allemagne, des deux Allemagnes, non sans mal, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de populations allemandes qui vivaient en Pologne, de l'autre côté de la frontière de la rivière Oder-Neisse. Mais ça a été une discussion de fond avec le chancelier allemand Helmut Kohl, et auquel tous les autres étaient unis, que ce soit l'américain, qui était le père Bush. À l'époque, Bush senior, Mrs. Thatcher, Monsieur Andreotti, naturellement le président Mitterrand, et le chancelier Kohl a fini par, qui avait de grosses difficultés intérieures sur ce sujet, forcément. On peut le comprendre. Je veux dire, des populations allemandes qui sont ailleurs, etc. Mais voilà. Et là, si vous voulez, l'invasion de la Crimée et surtout la volonté d'annexer aussi les provinces. Donc il y a des principes comme ça, parce que sinon vous voyez bien l'effet domino que ça peut produire. Et d'ailleurs la crainte aujourd'hui, c'est que si l'Ukraine ne gagne pas cette guerre, Monsieur Poutine ne s'arrête pas là. Mais du coup, c'est que la solution militaire, parce qu'en 2014, vous avez parlé justement de l'annexion de la Crimée, vous avez prévenu, je vous cite, il n'y a pas de solution militaire. Non. Et c'était à Kiev que vous avez fait cette déclaration. Oui. Est-ce qu'on devra continuer dans cette solution militaire? De toute façon, est-ce que l'Europe ne va pas agir? Et puis on reviendra aussi sur le Sud, sur ma question. Mais est-ce que l'Europe ne va pas justement agir dans ce sens pour la paix? Mais il le faudrait. Mais aujourd'hui, le moment il n'y a jamais de solution militaire. Jamais. Les solutions ne sont que politiques. Et ce dont on souffre, évidemment, dans cette tragédie du Proche-Orient, c'est que nous avons perdu de vue la seule solution politique capable d'assurer et la sécurité d'Israël et l'existence du peuple, la sécurité pour le peuple palestinien, c'est-à-dire les deux États. Et ça, malheureusement, si vous voulez, on s'en rend compte maintenant à quel point, finalement, le fait que tous, collectivement, nous avons, au fond, voulu oublier cette tragédie. Bon. Mais donc, il n'y a jamais de solution purement militaire. Mais l'action militaire, tous les militaires vous le diront d'ailleurs, elle est faite pour créer un autre rapport de force, pour faire en sorte que la négociation s'engage sur des bases qui permettent un compromis à la fin.
Et il est clair que si aujourd'hui nous disions... il faut un retour aux accords de Minsk, du coup. Oui, mais peut-être. Au moins, c'était une tentative, parce à laquelle s'est prêté M. Poutine, d'ailleurs, hein, avec pas beaucoup de bonne volonté, mais enfin... Tant bien que mal. Bon. Voilà. Donc je pense que là, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Mais c'est vrai, et vous avez tout à fait raison, il ne faut pas que l'Union européenne oublie le Sud. Or, dans toute l'Europe du Nord et dans toute l'Europe de l'Est, évidemment, c'est pas, et puis pour des raisons idéologiques aussi. Donc, ce n'est pas d'actualité. Il n'y a que les pays riverains de la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui n'est pas riverain de la Méditerranée, mais enfin qui est à la fois de la Méditerranée et de l'Atlantique dans l'esprit, et la France, qui défendent ces positions. Et nous sommes donc minoritaires dans cette Europe élargie, et je crois que, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Nous avons un intérêt réciproque à vraiment faire en sorte à ce que nous puissions bâtir ensemble des intérêts communs, qu'ils soient économiques ou politiques. Alors ça ne veut pas dire que pour l'Afrique, il n'y a que l'Europe qui compte, c'est pas vrai. Moi je comprends très très bien la volonté des Africains, en particulier du Maroc, qui légitimement veut avoir un rôle géopolitique beaucoup plus diversifié. Je comprends ça très bien. Je serai de nationalité marocaine, et pas seulement marocaine de cœur, je ferai ça. Mais il y a entre l'Europe et l'Afrique, d'abord il y a la proximité géographique qui compte énormément, l'histoire, les liens culturels, qui font que on ne peut pas non plus effacer cela. Et c'est l'intérêt de personne. Donc il faut arriver à consolider ça, mais de façon différente, avec des méthodes différentes. Est-ce que justement la méthode française aujourd'hui, elle n'est pas à réviser, à revoir? Je pense qu'il faut concevoir un nouveau partenariat, vraiment, et pas seulement dans les mots, mais dans les faits, un partenariat d'égal à égal, égalitaire, où non seulement on écoute, mais on entend les intérêts, les desiderata des Africains. Je pense que le Maroc est dans cette relation, a un rôle essentiel à jouer. Hein. C'est la vision de Sa Majesté, la projection qui a commencé pas au discours du 40e anniversaire de la Marche verte, hein, qui est une politique ancienne. Mais je crois que c'est une vision qu'il faut encourager, parce que le Maroc, grâce à ce qu'il est, à ses succès sur tous les plans, le Maroc a un rôle très particulier à jouer. Et la France est consciente, la France d'aujourd'hui, la France de Macron est consciente justement de ce rôle central du Maroc? Je le crois. Simplement, il faut arriver à mettre en place les mécanismes pour ça. On ne peut pas simplement faire des déclarations, voilà. Il faut arriver à travailler ensemble de façon en profondeur, hein, parce que la France a des intérêts à défendre aussi qui ne coïncident pas exactement avec la façon dont le Maroc conçoit ses intérêts. C'est comme ça, c'est la vie internationale. Mais l'important, c'est d'aborder ces questions-là, y compris et surtout celles qui fâchent, dans un esprit d'ouverture et d'arrivée. Qu'entendez-vous par celles qui fâchent? Parce qu'on n'a pas exactement les mêmes positionnements. Par rapport à quelle question? À la question justement de l'intégrité territoriale du royaume? Ah mais là, vous voulez parler du Sahara? Tout à fait. Oui. Écoutez, la France a été le premier et le seul pays à défendre la position du Maroc. C'est grâce à la France que ce sujet est venu sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucun autre pays, vous pouvez les passer en revue, je ne veux accuser personne, moi je ne vais pas les nommer, mais qui sont proches aussi. Bon. Donc, il faut avancer. Il faut avancer, mais avancer comment et pourquoi? Pour obtenir quoi? Pour obtenir, d'abord, le plan d'autonomie du Maroc. Moi, je suis allée voir sur place. Hein,
ça fonctionne, parce que les provinces du Sud se développent. Hein. Donc ce plan d'autonomie, c'est vraiment la base sur laquelle on devrait pouvoir discuter et au final rassembler toutes les parties prenantes. On en est loin malheureusement, et ça ne s'arrange pas. Mais il faut continuer à travailler en ce sens. Et entre une bonne façon de faire, je pense, compte tenu du blocage diplomatique, on va dire les choses comme ça, une bonne façon de faire, c'est d'encourager en effet des projets concrets qui puissent être menés conjointement, ou pas d'ailleurs, par la France et le Maroc, par exemple, ou les Européens et les Marocains, avec des Africains subsahariens, pour valoriser cet axe atlantique. Et c'est pour ça que je m'intéresse tellement aussi à Atlantique Dialogue, parce que je pense que nous... Mais simplement, il faut que nous développions des projets concrets pour que ça devienne, comment dire, quelque chose d'incontournable. Voilà. Pas encore tout à fait, mais on va y arriver, je pense qu'on y arrivera. Ce sera certainement un bilan d'étape. Merci beaucoup avec vous, Elisabeth Guigou. Je rappelle que vous êtes donc membre de l'Académie du Royaume. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de regarder Questions d'actu. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.